Qu'il s'agisse de 100 000 oiseaux qui font équipe pour éviter un prédateur, de 40 baleines qui s'unissent pour vaincre le plus gros animal existant, ou simplement de 2 espèces différentes qui s'entraident, lorsque les animaux travaillent ensemble, il n'y a pas de limite au ciel. Ouais, la force et la vitesse ont leur place, mais si tu veux avoir un vrai poids, tout se résume à la puissance du nombre dans le royaume des animaux. Les étourneaux sont faits pour voler. Une fois par an, les étourneaux d'Europe et d'Amérique du Nord entreprennent leur longue migration vers le sud pour passer l'hiver. Mais avec une taille de 7 à 9 pouces, ces oiseaux ont besoin les uns des autres pour survivre au voyage. Pourquoi? Parce qu'en chemin, ils sont vulnérables aux attaques de leurs prédateurs vicieux, les faucons pèlerins. Face à un faucon affamé, la défense du troupeau dépend de la force du nombre. Alors qu'un étourneau seul face à un faucon serait grillé, par milliers, voire par centaines de milliers, les rôles sont soudainement inversés. Ensemble, les étourneaux forment une murmuration, où les oiseaux volent tous ensemble en parfaite synchronisation. Le résultat est tout simplement spectaculaire. Et non seulement il est pratiquement impossible pour un prédateur de prédire ce qu'ils feront ensuite, mais ces murmures sont capables de se déplacer à des vitesses supérieures à 140 km/h, ce qui ne fait qu'ajouter à la perplexité du prédateur. Mais comment font-ils pour se déplacer si près les uns des autres et si rapidement sans se heurter? Les scientifiques pensent que chaque étourneau communique avec quelques autres étourneaux à proximité, qui suivent leurs signaux et copient leurs mouvements dans un processus connu sous le nom de corrélation sans échelle. Ainsi, lorsqu'un oiseau bouge, des oiseaux autour de lui le copient, comme une impulsion qui se répercute dans le troupeau. Mais ce n'est pas un moyen infaillible d'éviter les prédateurs. Les faucons peuvent lancer une offensive surprise qui déloge un oiseau du groupe. Le prédateur a beaucoup plus de chance face à un seul oiseau qui peut le suivre que face à des centaines de milliers d'oiseaux qui se roulent les uns sur les autres. Mais les étourneaux en ont aussi tenu compte. Les étourneaux réorganisent le murmure de façon à ce que l'on ne sache pas toujours quels sont les oiseaux qui mènent le groupe. Ainsi, le faucon n'a aucune idée de l'endroit où le troupeau se déplacera ensuite, ni de l'oiseau qui sera le plus facile à déloger. Oui, par centaines ou par milliers, ces petits oiseaux peuvent inverser leur destin et vaincre leurs prédateurs. Et on a le droit à un effet visuel époustouflant. Bande de buffles. Du ciel à la savane, il est temps de faire connaissance avec les buffles. Dans les vastes plaines d'Afrique, les buffles sont constamment en danger face aux prédateurs de l'écosystème, les lions. Pour se protéger, les buffles se regroupent, non pas en troupeaux de 10, ni même de 100, mais jusqu'à 1000. Alors que les troupeaux de lions comptent entre 2 et 40 membres, les buffles ont l'avantage en termes de nombre et par conséquent de pouvoir. Lorsqu'ils se déplacent en grands groupes comme celui-ci, les buffles sont extrêmement difficiles à abattre. Lorsque le troupeau se déplace, les buffles les plus jeunes et les plus faibles sont protégés au milieu du groupe par un cercle extérieur de membres plus forts. Ensemble, les membres du troupeau peuvent coopérer pour protéger les plus faibles, en protégeant les cibles les plus faciles contre les attaques surprises des lions. Mais ils ne se contentent pas d'utiliser leur numéro pour se défendre. Les troupeaux de buffles peuvent passer à l'offensive, pourchassant des meutes entières de lions ou même s'approchant furtivement des lions endormis. Les buffles se regroupent et foncent dans la meute, dispersant les lions qui se réveillent et piétinant ceux qui ne se réveillent pas. En tête-à-tête, le lion peut avoir l'avantage, mais quand tout un troupeau charge, les lions ont rarement une chance de s'en sortir. Même si un lion réussit à abattre un buffle, il peut lui falloir près de 30 minutes pour le tuer. Les buffles ont des peaux extrêmement résistantes, ce qui les rend beaucoup plus difficiles à cerner que la plupart des proies. Mais lorsqu'il s'agit de buffles, si tu en attaques un, tu mets en colère tout le troupeau. Ils peuvent sembler appétissants pour un lion, mais ces animaux ne constituent certainement pas un repas facile. Abeille dure à cuire. T'as probablement entendu dire que si une abeille domestique utilise son dard, elle meurt peu de temps après. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si une abeille pique un mammifère à la peau charnue, l'ardillon de son dard reste coincé, arrache les entrailles de l'abeille et l'amène à une fin atroce. Mais chez les insectes prédateurs comme les araignées, l'ardillon ne reste pas coincé, ce qui permet à l'abeille de délivrer son venin par de nombreuses piqûres douloureuses. Bien qu'il est rare qu'une seule abeille se défende, les abeilles mellifères peuvent vivre dans des ruches avec plus de 60 000 autres abeilles. Et quand l'une d'entre elles pique, elle libère une phéromone d'alarme, alertant les autres abeilles proches qu'un intrus se trouve parmi elles. Cela donne aux abeilles une cible, ce qui entraîne un amoncellement d'abeilles en colère qui piquent furieusement et attaque le prédateur assez stupide pour penser qu'il peut s'attaquer à une ruche entière. Mais ce n'est pas la seule façon dont les abeilles défendent leur maison. Une sous-espèce connue sous le nom d'abeille japonaise a développé une méthode de défense unique qui n'implique pas ses dards. Lorsqu'elle détecte un prédateur, comme un frelon asiatique géant, les abeilles créent une boule serrée autour d'elle et battent frénétiquement des ailes. Mais elles n'essayent pas de le soulever dans les ailes et de le laisser tomber sur le sol, elles génèrent de la chaleur, et beaucoup de chaleur. La masse de leur corps en mouvement se transforme en un four à 47 degrés Celsius, rôtissant le frelon vivant. Mais comment les abeilles survivent-elles dans ces boules surchauffées ?
Eh bien, les abeilles japonaises peuvent survivre à des températures 5 à 9 degrés plus chaudes que celles des frelons géants. Alors, incroyablement, elles contrôlent la température partagée de la bulle d'abeilles, s'assurant qu'elles ne deviennent pas trop chaudes pour elles, tout en faisant cuire leur ennemi vivant. Maintenant, je suis curieux, qu'est-ce qui est le pire selon toi? Être piétiné par un troupeau de buffles ou être rôti à mort par une boule d'abeilles? Pour le buffle, appuie sur le bouton j'aime et pour les abeilles, clique sur s'abonner. Et si tu penses qu'ils sont tous les deux aussi terrifiants l'un que l'autre, clique sur les deux. Bon, où est-ce qu'on en était maintenant? Saute-mouton. N'importe quel fermier te dira que les moutons font partie des animaux les plus stupides de la planète. Mais lorsqu'ils se regroupent en troupeau, cela peut changer. Dans des groupes allant de 5 à 500, les moutons commencent à manifester ce que l'on appelle un comportement de troupeau. Ils se rassemblent près les uns des autres, deviennent stressés lorsqu'ils sont séparés des autres membres du troupeau et suivent intrinsèquement un leader. Si un mouton commence à bouger, les autres suivront également, quelle que soit la taille du troupeau ou l'importance de l'espace qu'ils doivent tous franchir. Mais pourquoi font-ils cela? Les moutons sont des proies naturelles qui n'ont pas beaucoup de moyens de défense, à part leur nombre qui peut submerger le nombre de prédateurs. Si un prédateur attaque le troupeau, les moutons s'élancent dans différentes directions pour le désorienter. Lorsque cela se produit, des centaines de moutons se dispersent de façon spectaculaire. Après s'être dispersés, ils se reforment en formation serrée pour repousser la menace. Le résultat est un drame étrangement hypnotique, car les moutons restent ensemble et courent loin d'une mort certaine. Tu parles d'un spectacle où on s'entraide. Suivez le chef. Est-ce que t'as déjà regardé le ciel et vu des oiseaux voler en forme de V? Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ces oiseaux soient des oies. Dans une formation d'environ 25 membres, mais parfois plus, les oies travaillent ensemble pour conserver leur énergie. Chaque oie volant légèrement au-dessus de l'oiseau qui le précède, les oies peuvent contrôler la direction et la résistance du vent. Comme l'oie qui se trouve à la tête de la formation subit la plus grande traînée, les oiseaux se relayent pour aller en pole position, se repliant lorsqu'ils sont fatigués. En travaillant ensemble, les oies peuvent voler beaucoup plus longtemps, la plupart d'entre elles rencontrant moins de résistance au vent. Que se passerait-il si une oie migrait seule? Eh bien, c'est ce que font les pélicans, et les résultats ne sont pas idéaux. Tout seul contre le vent, un pélican isolé est obligé de battre des ailes plus souvent, ce qui provoque des tensions et un rythme cardiaque plus élevé. Un groupe d'oies, en revanche, dépense moins d'énergie, ce qui leur permet de continuer à avancer. De plus, la formation en V permet aux oies de s'assurer que tout le groupe reste ensemble. Lorsqu'elles volent dans des conditions difficiles, avec le risque qu'un oiseau de proie vienne les surprendre à tout moment, les oies ont besoin de savoir qui est avec elles et qui n'a pas réussi à s'en sortir. Et si tu as l'impression d'avoir remarqué cette forme ailleurs, c'est peut-être parce que les pilotes de chasse voyagent dans la même formation pour cette même raison. Et au final, dans cette formation aussi sûre, il n'y a aucun endroit sur Terre que les oies ne puissent atteindre. Les cavaliers libres. En général, les animaux savent que le fait d'avoir trop de membres dans leur groupe peut nuire à leur survie. Mais pas toujours. Les acariens et les charognards savent très bien travailler ensemble. Mais il arrive parfois que le nombre d'acariens devienne écrasant. Je t'en voudrais pas de penser que ces acariens essayent de tuer ce scarabée charognard, mais si je te disais en réalité qu'ils essayent simplement de s'élever gratuitement. Oui, comme les charognards pondent leurs œufs dans des carcasses d'animaux, ils doivent rivaliser avec le déluge d'œufs et de mouches et d'asticots qui arrivent souvent en premier. Un seul coléoptère ne peut pas manger assez d'asticots et d'œufs pour faire de la place à ses propres larves. Il amène donc les acariens qui mangent des asticots, les œufs de mouches et les larves de tout ce qui n'est pas un scarabée charognard. En échange de l'espace qu'ils font, les acariens sont transportés gratuitement d'une carcasse à l'autre et cette relation est bénéfique pour tout le monde. À moins qu'ils ne se retrouvent dans une situation comme celle-ci, si le nombre d'acariens qui profitent d'un voyage gratuit sur le coléoptère devient trop important, ils submergent leur hôte, l'empêchant de bouger. Je crois donc que tout est dans le nom. En nombre suffisant, l'acarien est plus puissant que nous l'aurions cru. Porte-main. Et il y a beaucoup de choses à dire chez les loutres, mais leur caractéristique la plus appréciable pourrait bien être la façon dont elles travaillent instinctivement ensemble. Les familles de loutres de mer comptent jusqu'à 100 individus, mais il est préférable qu'elles soient en nombre pair. Pourquoi? Parce que pour rester ensemble, elles doivent se tenir la main. Les loutres de mer vont rarement sur la terre ferme et restent dans l'eau à moins qu'elles ne soient vraiment en danger. Pour cette raison, elles ont besoin d'un moyen de rester ensemble même lorsqu'elles dorment. Alors elles se tiennent les pattes à chaque fois qu'elles font une sieste pour éviter de flotter l'une sur l'autre.
Dans certains cas, une loutre mâle commencera par se tenir avec une loutre femelle pour littéralement garder la main sur leur compagne. Il indiquera aux autres loutres que la femelle a déjà trouvé son partenaire et que le mâle a des problèmes de contrôle. Aussi intelligente qu'elle soit, ce n'est pas la seule façon dont les loutres se sont adaptées pour travailler ensemble. Malgré leur petite taille, la plupart des espèces de loutres font preuve d'une immense bravoure lorsqu'elles sont confrontées à un prédateur. En effet, si la famille est attaquée, il n'y a rien que le groupe ne fera pour repousser la menace. Les loutres de rivière sont connues pour tuer des alligators qui viennent chercher de la nourriture dans leurs étangs. Ou encore dans un combat qu'elles auraient sûrement perdu, des loutres géantes ont fait fuir des jaguars en se regroupant et en intimidant le grand félin. Ouais, plutôt badass. Les oiseaux d'une même plume. La prochaine étape de notre liste des créatures coopératives est la pintade. Les pintades sont des oiseaux terrestres que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne. Et peut-être que c'est juste moi, mais est-ce qu'ils ressemblent au personnage de Chicken Run pour toi? Eh bien, comme ces poulets, les pintades comprennent l'importance de travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs. Dans une ferme, les pintades sont à la merci des prédateurs itinérants. Les oiseaux sociaux qui prospèrent en groupe d'au moins 6 travaillent ensemble pour faire un bruit intimidant qui fait fuir l'ennemi. Au moins, t'auras jamais à t'inquiéter que ces oiseaux se faufilent derrière toi. Tout en alertant le reste de son troupeau, l'alarme de la pintade avertit également les autres animaux ainsi que les fermiers de l'approche d'un danger. Un danger sous la forme par exemple d'un serpent rusé et glissant. Ces rampants ventrus sont notoirement difficiles à détecter, surtout lorsqu'ils se fondent dans l'herbe environnante. Il est effrayant de constater que les serpents tuent au moins 80 000 personnes chaque année, sans parler des pintades. Mais ils ne sont pas aussi vulnérables qu'ils en ont l'air. En groupe de 20 à 30 individus, les pintades sont connues pour entourer les petits serpents de moins d'1 pied de long, resserrer les rangs et les picorer à tour de rôle jusqu'à ce que mort s'en suive. Les serpents pourront peut-être en affronter une ou deux, mais n'auront aucune chance sur le site de lutter contre plusieurs mères. Il semblerait que ces oiseaux soient le moyen de dissuasion parfait contre les serpents pour tout fermier, à condition qu'ils puissent supporter les cris de ces bestioles. Différents types de dentisterie. On a donc vu comment les animaux peuvent obtenir du pouvoir en se regroupant, mais la coopération animale ne repose pas uniquement sur le nombre. Étonnamment, deux animaux qui n'ont rien en commun, comme le crocodile et l'oiseau plover, peuvent trouver un moyen de s'entraider par le biais de la dentition. Ok, je suis d'accord, il n'y a rien de plus ennuyeux que de se retrouver avec des objets coincés entre les dents. Un problème qui touche aussi bien les humains que les animaux. Mais sans dentiste, ou tu sais, le doigt, les crocodiles ont besoin d'aide pour enlever ces morceaux de nourriture, ces débris et même ces parasites de leurs dents. Et c'est là que l'oiseau pluvier d'Égypte entre en jeu. Les crocos gardent souvent la bouche ouverte pour éviter la surchauffe. Pendant ce temps, l'oiseau va sur ses dents et commence à prélever de la nourriture. Pour le pluvier, c'est une façon astucieuse de prendre un repas. Et pour le crocodile, c'est un nettoyage de dents bien pratique. La bouche d'un crocodile est peut-être sujette à des infections. Et une visite chez le dentiste pluvier ne peut donc lui être que très utile. Le fait que cet incroyable carnivore n'essaye pas de manger le pluvier alors qu'il est assis sans défense dans sa gueule montre l'appréciation de ce prédateur du sommet ou la bravoure de cet oiseau. Dentiste marin. La murène peut faire beaucoup de choses que nous, humains, ne pouvons faire. Sentir leur proie, produire du mucus chargé d'oxine et tu sais, respirer sous l'eau. Mais il y a une chose que ces créatures marines ne peuvent pas faire, c'est se laver les dents. Pour contourner ce phénomène, les murènes s'associent aux dentistes de l'océan, les poissons nettoyeurs à bandes bleues. Lorsque les murènes ouvrent et ferment la bouche de façon rythmée, ces minuscules poissons voyagent à l'intérieur de la bouche de l'anguille et mangent les parasites et les tissus morts qui s'y trouvent. Ensemble, la murène et le Napoléon en profitent. La peau et les dents de l'anguille restent propres et saines et le labre reçoit à la fois un repas et une protection contre les poissons plus gros. En fait, les labres apprécient tellement ces relations qu'ils ne s'arrêtent pas aux anguilles. Ces poissons sont connus pour nettoyer les raimentas, les mérous et même les barracudas. Alors, si t'as peur du dentiste, pourquoi ne pas demander à un poisson nettoyeur de t'aider? Je plaisante, voir un professionnel sera toujours mieux que d'enfoncer un petit poisson sans défense dans ta bouche. Orque tueur. Un orque seul est un spectacle assez intimidant. C'est pas pour rien qu'on les appelle les orques. Alors imagine la menace que représentent des grands groupes de 10 à 40 de ces inquiétantes baleines. De plus, la plupart des groupes d'orques restent ensemble toute leur vie, ce qui leur donne beaucoup de temps pour travailler leur coordination. Une fois leur prochain repas trouvé, les orques travaillent ensemble pour isoler leur proie en petits groupes. Avec tout le groupe présent, elles peuvent poursuivre, jouer et épuiser leur proie jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment faibles pour qu'elles cessent de se battre. Supposons qu'il y ait 10 orques en chasse. L'énergie est divisée entre le groupe. Ça signifie que chaque orque individuel dépense beaucoup moins d'énergie que si elle chassait seule. Et plus les orques sont nombreuses, plus il est facile d'entourer la proie.
Ça évite les poursuites longues et fatigantes, ce qui permet aux orques d'économiser encore plus d'énergie. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que les orques savent qu'ils ont plus de pouvoir lorsqu'ils sont nombreux. En fait, elles peuvent devenir si puissants que les groupes sont connus pour faire des repas d'une foule de créatures marines intimidantes comme des calmars géants, des dauphins, des cachalots et même des baleines bleues. Ouais, les orques n'ont aucun problème à s'attaquer au plus gros animal de la planète qui peut atteindre plus de 27 mètres de long et peser jusqu'à 130 tonnes. Mais comment font-ils pour chasser des proies aussi grosses? Eh bien, les orques tournent autour de leur cible, ce qui rend plus difficile la fuite de l'animal. Elles communiquent également sous l'eau à l'aide d'un système complexe d'appels audio. Cela permet de s'assurer que chaque orque est exactement là où il doit être, ce qui signifie que toute attaque est un plan mortellement coordonné. Je ne sais plus si c'est fascinant ou terrifiant. Gros câlin. Dans les rudes vents de l'Antarctique, avec des températures descendant jusqu'à -50°C, les manchots empereurs ont du mal à rester au chaud. C'est pourquoi ces oiseaux robustes vivent en colonie comptant jusqu'à 10 000 autres membres. Non seulement pour se soutenir moralement, mais aussi pour se réchauffer. Pour conserver leur précieuse chaleur corporelle lorsqu'ils sont sur la terre ferme, les manchots empereurs se blottissent les uns contre les autres, dos au vent, tête baissée, et partagent leur chaleur corporelle collective. En si grand nombre, les manchots doivent rester serrés les uns contre les autres. Si un manchot se déplace d'un seul pas, tout le groupe doit également se déplacer pour occuper l'espace libre et rester au chaud. Ils recherchent suggèrent qu'ils font de petits mouvements toutes les 30 à 60 secondes environ et se déplaçant de 2 à 4 pouces seulement à chaque pas. Au fil du temps, ça a conduit à une réorganisation du groupe, de sorte que ceux qui se trouvent au bord finissent par avoir leur tour d'être bien au chaud au milieu. Maintenant, en temps réel, on dirait que les pingouins sont immobiles. Et ce n'est pas si intéressant à première vue, mais les images en accéléré racontent une autre histoire. En accélérant, on voit que les pingouins se déplacent par vagues. Ces vagues déplacent le groupe en masse et sont déclenchées lorsqu'un nouveau manchot rejoint le groupe. Aussi confortable que cela puisse paraître, les pingouins ne passent généralement qu'une cinquantaine de minutes dans le groupe. En effet, la température à l'intérieur peut être très élevée, jusqu'à 100°C, et les oiseaux ne peuvent en supporter qu'une quantité limitée. Alors, si tu ne supportes pas la chaleur, sors de ce tas. Capture des collègues. On a vu que les animaux de proie peuvent travailler ensemble, mais est-ce que tu savais que les prédateurs peuvent faire exactement la même chose? Prends le coyote et le blaireau par exemple. Lorsque ces deux prédateurs se rencontrent, ils ne se battent pas. Au contraire, ils travaillent ensemble, doublant ainsi leur pouvoir de chasse. Mais voilà ce qui est curieux. Les coyotes sont des créatures solitaires la plupart du temps, vivant seuls ou en groupe familiaux restreints. L'avantage de faire équipe avec un blaireau est que lorsqu'il chasse une proie insaisissable et fouisseuse, le coyote domine les zones aériennes, tandis que sous terre, le blaireau règne en maître. Pendant la chasse, le coyote poursuit la proie au niveau du sol, le blaireau étant prêt à prendre la relève si la proie se dirige vers le sous-sol. Disons que la proie est un animal de terrier comme un écureuil terrestre. Les coyotes travaillant avec les blaireaux attrapent un tiers plus d'écureuils que les coyotes qui font cavalier seuls. Mais ça ne signifie pas nécessairement que les deux animaux s'apprécient. Ils sont toujours en compétition pour le même repas. Cependant, les deux animaux économisent de l'énergie lorsqu'ils se répartissent le travail. Ça signifie moins de travail pour plus de nourriture, et c'est ce que j'appellerais une situation gagnant-gagnant. Le dauphin du danger. Y a pas de créature plus redoutée dans tout l'océan qu'un requin. Qui que tu sois, poisson ou non, si un requin pose ses mâchoires sur toi, tu te diriges tout droit vers une tombe aquatique, à moins que tu ne sois un grand dauphin. Dans le passé, les dauphins ont tué des requins, et si un dauphin ne pourrait jamais le faire seul, en groupe d'environ 20, ils peuvent monter une attaque très puissante. Mais ce n'est pas une tâche facile. Certaines espèces de requins, comme le grand blanc, peuvent atteindre 6,40 m de long et ont une peau résistante semblable à du papier de verre que seules des dents aussi tranchantes que les leurs peuvent pénétrer. En comparaison, un grand dauphin ne peut faire que 3,60 m de long au maximum, et leur peau souple peut être facilement percée. Mais l'avantage du dauphin réside dans son agilité, sa vitesse et la taille de leur groupe. Alors que les requins sont des chasseurs relativement lents et solitaires, les dauphins sont des animaux agiles et sociaux, qui nagent tous pour défendre un membre du groupe en cas d'attaque de requin. Le museau des dauphins est fait d'un os épais et émoussé, ce qui permet d'asséner un coup dur au percutant requin, en particulier au ventre mou de ce dernier. Même si cela ne blesse pas mortellement l'animal, ces coups répétés peuvent suffire à le faire réfléchir à 2 fois avant de s'attaquer au groupe. Je suppose que c'est une belle façon d'inverser la tendance. Bull et Bella. Maintenant, on a vu des animaux partout dans le monde obligés de compter les uns sur les autres pour survivre. Mais tu sais ce qui ferait vraiment fondre mon cœur si 2 animaux d'espèces différentes avaient une manière ou d'une autre formé une amitié étroite? Ouais, regarde ça. Fais la connaissance de Bull, un éléphant d'Afrique, et Bella, un labrador noir.
Tous deux résidents du Safari Myrtle Beach en Caroline du Sud et sont devenus les meilleurs amis du monde au fil du temps. On les voit souvent jouer ensemble dans l'eau. Bull lance une balle avec sa trompe tandis que Bella saute sur le dos de Bull et nage pour récupérer la balle. Si ce n'est pas adorable, je ne sais pas ce que c'est. Bull est originaire d'Afrique, mais elle est arrivée au sanctuaire en 1983 après que ses parents aient été tués par des braconniers pour leur défense en ivoire. Elle a été bien soignée et même apparue sur le grand écran dans Ace Ventura, La peine de la nature. En 2007, un entrepreneur que le sanctuaire avait engagé pour construire une piscine y a abandonné son chiot labrador noir. Au lieu de se languir de son propriétaire, elle a formé un lien improbable mais incroyablement étroit avec Bull grâce à leur amour commun pour les activités aquatiques. Et à ce jour, le duo dynamique est totalement inséparable. Probablement parce que c'est vraiment pratique d'avoir un ami qui fait aussi office de plongeoir. Selon toi, laquelle de ces coopérations de créatures était la plus puissante? Et est-ce que tu as déjà vu l'une d'entre elles en action de tes propres yeux? Si oui, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.